choisir un manuscrit et à un moment se dire peut-être qu'on peut engager une conversation avec l'auteur, il faut qu'il y ait quand même quelque chose parmi soit l'écriture, soit l'idée du livre, de l'intrigue, soit dans la construction. Si on n'a aucun des trois, là, ça va devenir compliqué pour entamer un travail avec l'auteur. Alors, je suis Marie Leroy, j'ai créé le département de littérature des éditions de La Martinière il y a maintenant 10 ans, dont la collection La Martinière Noire, qui publie des auteurs étrangers et français. Ah, c'est une vaste question. Alors, première chose, je ne publie que des romans. C'est évidemment une règle qui comprend ses exceptions, puisque j'ai une collection de petites philosophies, de la sieste, des oiseaux, etc. Mais sinon, je ne publie que des romans. Déjà, ça enlève les témoignages, les documents qu'on peut nous envoyer, quand bien même on voit que notre ligne éditoriale est assez claire. On a toujours des livres très, très étranges qui peuvent nous arriver, des recettes de cuisine, tout un tas de choses. Donc ça, c'est la première sélection. La seconde, ça va être quand même assez vite, dès qu'on lit les premières pages, le type d'écriture. On voit assez vite, on a quand même beaucoup de manuscrits qui arrivent sans avoir été du tout travaillés par l'auteur lui-même. Quand je dis ça, ça veut dire presque pas relu en fait. Donc c'est un écrémage. Et puis les sujets aussi, de temps en temps, c'est des sujets, même par le biais du roman, qui sont extrêmement personnels, mais dont on sent bien que ça ne va pas toucher grand monde de plus que peut-être les amis ou la famille de la personne qui a écrit le texte. Même si à chaque fois je dis, moi je suis admirative des gens qui réussissent à écrire tout un texte et à le boucler, c'est déjà vraiment formidable. Mais tout n'a pas vocation à être publié. Donc, comment on écrème? Alors, il y a une autre chose, là je vous fais un peu la réponse officielle. Mais la vraie réponse, en fait, c'est que moi, donc je vous parle du département de littérature de La Martinière, mais en réalité, ce département, il y a moi, une éditrice junior et une assistante éditoriale. Donc concrètement, quand on reçoit plusieurs centaines de manuscrits par an, qu'on est 3 et que par ailleurs on a à travailler sur tout un tas de choses, on n'a pas le temps de lire tous les textes. Donc on va aller vers des sujets, une lettre qui est une lettre de présentation qui va nous avoir intrigué, un titre, un sujet, des premières lignes ou des premières pages qui vont nous avoir intrigué. Et puis on va y aller aussi un peu, on n'a pas la possibilité en fait ni de subventionner, ni en termes de temps de lire forcément tous les manuscrits. Donc là je suis vraiment honnête, voilà. De temps en temps on a une stagiaire qui arrive et qui nous aide, stagiaire en littérature qui a fait des études et qui nous aide un peu à en lire plus, mais voilà. Et il faut qu'il y ait quelque chose. Pour choisir un manuscrit et à un moment se dire peut-être qu'on peut engager une conversation avec l'auteur, il faut qu'il y ait quand même quelque chose parmi soit l'écriture, soit l'idée du livre, de l'intrigue, soit dans la construction. Si on n'a aucun des trois, là ça va devenir compliqué pour entamer un travail avec l'auteur. 0,03%. On en publie quand même on est bien content de ça parce que malgré les conditions que je vous ai évoquées, on arrive à repérer des textes comme ça. Là, à la rentrée d'août, je vais publier le premier roman, mais le deuxième texte d'une jeune autrice de 25 ans. C'est un livre qui est arrivé comme les autres. Alors aujourd'hui, les manuscrits ils arrivent toujours un peu par la poste, mais un peu plus par email. Et ça, c'est toujours chouette de découvrir en fait des auteurs qui ne viennent pas de l'univers dans lequel nous baignons. Moi, s'il y a une fierté que j'ai, c'est que dans la maison d'édition que je dirige, nous n'avons jamais publié de fils ou de filles d'eux, et nous n'avons jamais publié de journalistes ou de gens qui sont, je sais pas, d'animateurs d'émissions littéraires ou de ce genre de choses. Donc on a des gens qui viennent, il y en a un qui est flic, il y en a une autre qui travaille dans les prisons, une autre qui est psychologue, etc. C'est des gens d'un peu tous les horizons. C'est ce que permet aussi, ce que permettent les manuscrits qui arrivent comme ça, par email ou par la poste. Quand on retient les manuscrits, en effet, on retravaille toujours. Et ce qui peut paraître étonnant, que ce soit un premier roman de quelqu'un qui, on pourrait dire, n'a pas d'expérience du monde éditorial et de la façon dont on travaille un texte pour l'amener jusqu'à la publication, mais aussi bien avec des auteurs comme Philippe Delerme, que je publie aussi, et qui, quand je l'ai rencontré, avait déjà écrit 50 romans, enfin 50 livres.
Et on peut se demander, mais alors qu'est-ce que je vais lui apporter? Et au fond, c'est un regard et c'est une discussion. Moi, ce que je pense, c'est que le métier d'éditeur, on n'est pas là pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est vrai, ça c'est faux. On peut avoir nos avis, évidemment, mais je dis toujours, il n'y a pas de vérité en littérature. En revanche, on peut venir interroger des parties du texte en disant c'est bizarre, ce personnage jusqu'au chapitre 5, tu le développes énormément, puis après il disparaît un peu. C'est voulu ou c'est pas voulu? Et souvent, moi, ce que j'adore, c'est quand on rencontre l'auteur, il faut toujours le rencontrer en personne, et qui nous dit non, mais c'est parce que. Et puis là, il commence à dérouler toute l'histoire, et je dis c'est génial, mais tu l'as pas mis dans ton livre. Ou en tout cas, on ne sent pas ça. Philippe Delerme, c'était pas ça. Bien sûr, c'était des manuscrits très aboutis. On pouvait et on peut, bien sûr, les publier tels quels. Mais c'est vrai que les interroger, lui dire ah tiens, Philippe, vous trouvez pas que ce mot-là, ou cet adjectif, ou ah c'est drôle, vous avez développé cette idée d'une autre façon dans un autre texte. Voilà, c'est vraiment un dialogue, et au final, je crois que c'est aussi une marque d'estime pour leur travail. Et Philippe, qui n'a pas eu l'habitude d'avoir ses textes travaillés, aujourd'hui, je pense que c'est une partie du temps éditorial qu'il aime, parce qu'il y a ce dialogue, et donc cet intérêt pour ce qu'il fait. Il sait que son éditeur le lit. Oui. Moi, j'adore qu'on me raconte des histoires, j'adore en écouter, les podcasts, les séries télé, les romans. J'adore aussi que quand je rencontre un auteur, il ait une histoire à me raconter. La sienne, celle de ce qui le passionne, ou bien celle qui est contenue dans son roman. Donc oui, pour moi, tout commence et tout finit par des histoires. Donc ça, peut-être que tout le monde ne vous dirait pas la même chose, mais moi, vraiment, c'est ça qui nous guide. Et que ce soit dans les livres plus grand public, où on se dit là, il faut vraiment, pour le coup, si Joël Dicker, Guillaume Musso ont ce succès incroyable, c'est que ce sont des raconteurs d'histoires formidables, hein, et avec des personnages très incarnés, des inventions de situations qui nous comblent. Mais chez les auteurs plus littéraires, où on pourrait penser que seul suffit le style, l'écriture, moi je sais que je vais aussi chercher une histoire. Alors elle n'est peut-être pas racontée à la façon des grands storytellers dont on parlait, mais oui, c'est ce que je vais raconter. Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu vas me dire à travers ton roman? Qu'est-ce que tu cherches à me raconter? Moi, je crois que les histoires, ça sert à grandir, ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à s'évader, ça sert à comprendre. Parfois, je me dis que j'ai l'impression, et j'espère avoir une approche ou une sensibilité psychologique pas trop mal, mais je pense que j'ai appris presque tout ce que je sais des romans. Parce qu'en fait, c'est la possibilité de vivre, et parfois de vivre à l'intérieur de la tête et de la vie des personnages, comme on l'a jamais. Quand on est, même avec des amis très proches, on est toujours l'un face à l'autre. Là, dans le roman, on entre véritablement dans la vie des personnages. Et quand bien même, moi par exemple, j'ai un auteur qui est là, présent à Quai du Polar, Christophe Molmy, qui nous raconte, qui est flic, qui a choisi, il sait pourquoi il a choisi cette carrière, mais ce qui est étonnant, c'est que dans tous ses romans, donc qui explore toujours qui met toujours en scène et des flics et des truands, en fait, on plonge autant dans la tête des truands que dans celle des flics. Et bien sûr qu'il sait pourquoi il fait son métier et qu'il ne se pose pas la question de savoir de quel côté il voudrait être, et peut-être qu'il pourrait basculer du côté des truands ou pas, mais en tout cas, il va chercher à les comprendre et du coup à les aimer un peu aussi, voilà. Et lui, il réfute tout manichéisme, et je crois que c'est ce que permet, quand c'est bien fait aussi le roman. C'est quand même on comprend. Un livre qui est incroyable, c'est Le démon d'Hubert Selby. Ce type est quand même une atrocité absolue, sauf que quand on lit Le démon, pendant quelques instants, heureusement pas trop longtemps, j'espère, enfin en tout cas pour la plupart d'entre nous, en tout cas pendant quelques temps, on est cet homme-là qui est pris par ses manies, par sa psychopathie totale. Et oui, il y a des choses, moi, que j'ai compris sur moi, vous allez vous effrayer, mais en lisant Le démon d'Hubert Selby. Oui, le contexte que nous vivons, que nous traversons, et que nous traversons finalement depuis plusieurs années. Alors pour moi, il y a une période un peu obscure pour notre génération, enfin qui a commencé sans doute avec les attentats de 2015, qui s'est poursuivi avec une situation,
on pourrait dire moins dramatique, mais qui l'est quand même d'une autre façon avec les gilets jaunes. Le Covid a été une épreuve particulière, maintenant la guerre à Gaza, en Ukraine. Alors je pense qu'il y a deux possibilités. Soit vous partez vers les romans qui vous permettent de vous évader et qui, le temps d'une parenthèse, vous disent là, ici, tu es à l'abri. Tu es à l'abri et tu vas pouvoir effectivement oublier pendant un temps, recharger les batteries de ton espoir, de ton envie de vivre, de ta gaieté, tout simplement. C'est pas pour rien, à mon sens, que le Cosy Mystery a éclos. Alors, Albin Michel avait commencé à publier les Agatha Raisin en 2016, mais c'est vrai que c'est en 2021 véritablement qu'il y a eu un essor très très fort et que tous les éditeurs français et étrangers se sont mis à en faire beaucoup, parce que effectivement c'est une promesse d'habiter un monde où même s'il y a un meurtre, c'est pas trop grave, il y aura pas de sang, il y aura pas de grande tragédie, il y aura pas de deuil insupportable. Voilà. L'autre possibilité, c'est de se dire, on lit des romans pour comprendre notre monde. Et moi, j'ai un auteur comme ça, Arttu Tuominen, qui est finlandais. La Finlande, on peut comprendre qu'effectivement, c'est un pays qui est en première ligne de l'actualité du moment avec la Russie. Et au travers de ces romans, lui, il va vraiment, ce sont des romans noirs. C'est une part à laquelle Quai du Polar accorde une grande attention. C'est pas toujours les livres qui se vendent le plus, mais ce sont sans doute les livres qui intriguent, intéressent et sont souvent primés, parce qu'effectivement, ça nous aide à lire le monde, à le comprendre. Dans Tous les silences que j'ai publié en septembre, Arttu Tuominen pose la question de la Seconde Guerre mondiale et du moment où des jeunes Finlandais se sont dit « Tiens, oui, on va se porter volontaire pour intégrer la Wehrmacht. Et on va aller avec eux piller, tuer en Ukraine, en Russie, etc. » Et ces frontières-là de l'Allemagne, de la Finlande, de la Russie, aujourd'hui, elles nous parlent plus que jamais. Voilà, donc je pense les deux. Il y en a sans doute une troisième et une quatrième voie, mais en tout cas, ce sont les... Alors, ma relation au genre, en fait, le genre que je pratique le plus, c'est le roman policier, par goût de lectrice. Et ensuite, parfois, ce sont les parcours. J'ai été la directrice éditoriale des éditions Point pendant près de 10 ans. Et je m'occupais notamment de la collection Point Policier, qui est une très très belle collection de romans policiers. Et dedans, on avait la chance, et ils ont toujours la chance, d'avoir Henning Mankell, Michael Connelly, Arnaldur Indridason et tout un tas de noms incroyables. Et c'est vrai que, voilà, donc donc voilà, ma relation au genre, c'est d'abord celle-là. Moi, ce que j'aime en fait avec le polar, pour prendre cet exemple, c'est que ce sont des structures narratives extrêmement bien faites et que c'est une école d'écriture des intrigues formidable. Ça ne veut pas dire que tout le monde tous les romans doivent se plier à cet art narratif-là, mais enfin, c'est vraiment une école. Et on le voit dans les séries télé aujourd'hui, que finalement, ces codes du roman policier ou du roman à suspense, pour élargir un peu, ils sont partout. Et toutes les séries qu'on voit en ce moment, du true crime à la série sociale, mais avec quand même traversée par une question, un secret qui va être dévoilé dans les derniers épisodes, c'est traversé par cette trame du suspense et c'est construit selon des règles qui sont beaucoup développées dans le roman policier. Donc c'est ça qui m'intéresse, je crois, dans le genre. Alors pour tout vous avouer, j'ai beaucoup réfléchi à cette question parce que je me suis dit, suis-je capable d'y répondre? Et dans le taxi qui me menait jusqu'à vous, j'ai posé la question au bénévole qui m'accompagnait en disant « Qu'est-ce que vous diriez de l'hybridation ?» Il m'a dit « L'hybridation, c'est les véhicules mi-thermiques, mi-électriques. » Je lui ai dit « Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dessus. » Et je lui ai dit en fait, donc véhicule roman, mi-thermique, mi-électrique, l'idée c'est de tirer le meilleur des deux, finalement. Et puis, il me disait, oui, parce qu'avec les véhicules électriques, finalement, c'est très écologique, c'est très pratique pour la ville. Les véhicules thermiques, on a la puissance et l'autonomie. Je me suis dit, je vous promets de parler de ça et d'essayer de le dérouler pendant toute la conférence. En tout cas,
Je pense qu'effectivement, dans l'hybridation, il y a cette idée-là, qu'on va essayer d'aller prendre des éléments, se servir le genre, par exemple le polar, toujours la même chose. On peut parler de politique grâce au polar, on peut parler de société, et finalement le polar qui parlerait que de polar, qui serait qu'un whodunit, comme on dit, qui a fait quoi, qui a tué qui, ça va tourner en rond assez vite. Si ça parle d'un milieu social, Agatha Christie, ça parlait quand même beaucoup de la grande bourgeoisie, voire de l'aristocratie parfois, victorienne, hein, de code, de psychologie aussi. Et voilà, donc je pense que l'hybridation, hein, elle permet peut-être ça. Ah, conseil à un jeune écrivain. J'ai des écrivains qui me disent « j'écris le roman que je voudrais pouvoir lire ». Je trouve que c'est sans doute un bon conseil, mais il faut faire attention à une chose qui est ne pas écrire pour plaire. Parce que si on écrit pour plaire, avec l'idée « ça va marcher, ça va marcher », on perd l'authenticité aussi, ce qui nous fait vraiment vivre et vibrer soi-même. Je pense qu'il faut avoir vraiment quelque chose à raconter. En fait, alors je vous dis ça, et sans doute que Georges Simenon, quand il s'attelait pour ses 15 jours d'écriture du Nouveau Maigret, il n'avait pas toujours quelque chose à raconter de précis. Maintenant, il avait quelqu'un à raconter. Il avait Maigret. Il avait Maigret et il avait un lieu à raconter qui était le plus souvent Paris. Et rien que ça, c'était déjà toute une aventure. Mais voilà, il faut avoir quelque chose à raconter. Des fois, ça m'est arrivé, ça nous arrive, d'avoir des auteurs qui ont une plume formidable, mais qui n'est pas mise, et on voit des très belles phrases comme des perles, enfilées les unes après les autres, mais qui ne racontent rien. Si on ne sait pas exactement vers où on va, si on ne sait pas ce qu'on a à dire profondément, bah ça reste des jolis mots, mais ça prend jamais, en fait. Hein. Vous voyez, c'est comme quelque chose qui tourne à vide. Je pense que parfois, alors je vais dire un truc qui va peut-être horrifier des gens, mais parfois il est plus facile en tant qu'éditeur d'aider un écrivain qui a une écriture qui frotte un peu, mais qui sait ce qu'il va raconter, qui a vraiment le tenant, le sens de son livre, plutôt que quelqu'un qui a une très belle langue, mais qui ne sait pas vraiment pourquoi et sur quoi il écrit. Moi, j'ai tendance à pas trop redouter ce que le progrès ou la technique peut apporter. Y faire attention, oui. Il faut qu'on soit vigilant, effectivement, à nous, comme éditeurs, à pas se faire proposer des livres qui auraient été écrits à 90% par une IA. Je pense qu'il faut le voir comme un outil. C'est-à-dire que même si ça semble beaucoup plus intrusif dans le processus de création que le reste, finalement, on pourrait se dire, est-ce que le passage de la machine à écrire à l'ordinateur n'aurait pas joué? Et les questions se sont posées, et certains auteurs que je connais, qui sont toujours en vie, se sont posé la question de savoir s'ils écriraient de la même façon avec l'ordinateur, où on peut tout effacer, recommencer, ou avec la machine à écrire, où vous êtes obligé de tout écrire à la ligne, et puis si vous avez quand même un petit peu des regrets à la marge, parce que c'est plus dur de tout effacer, ou alors il faut reprendre, enfin, voilà. Donc, l'écriture était déjà pas la même. L'intelligence artificielle, oui, elle va nourrir énormément les Amazon & Co. Vous savez qu'il y a une règle qui veut qu'on n'ait pas le droit de publier plus de 3 romans sur Amazon par jour. Voilà, effectivement, de toute façon, même avec cette règle-là, il ne s'adresse qu'aux intelligences artificielles, on est d'accord. Donc, ceux qui vont décider, ce sont les lecteurs. C'est-à-dire qu'à un moment, vous le sentez quand vous lisez, quand vous lisez effectivement quelque chose qui n'ajoute rien, véritablement. Donc, si l'idée c'est d'être récréatif, purement récréatif, et de passer le temps, comme on regarde les séries, vous savez, en accélérant le rythme, moi je sais pas le faire, mais vous savez, vous faites x1,5, x2, etc. et vous allez très vite. Donc là, on est dans de la consommation, dans de l'occupation de temps. À ce moment-là, effectivement, on peut lire des romans par IA. Si l'idée c'est qu'à un moment, ça va vous apprendre des choses sur vous, sur les gens qui vous entourent et tout, je crois encore beaucoup au pouvoir de la créativité humaine.